Bonjour et bienvenue dans l'espace des livres, les plaisirs de Marc Page. Votre invité aujourd'hui est née à Bordeaux, après un parcours en publicité, puis en presse. Elle rejoint France 2, France 3 et TF1 en tant qu'auteur, puis M6 International à l'unité documentaire. Elle partage son expérience, donne des conférences en France, Belgique ou encore aux États-Unis. Il s'agit de Natacha Calestrémé. Natacha Calestrémé, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, je suis ravie d'être là. Nous aussi, on est très très contents de vous avoir, Natacha, et on va dire que c'est assez sympa parce que là, d'habitude, c'est vous qui interviewez et pour le coup, vous vous retrouvez dans le fauteuil de effectivement la personne qui se fait interviewer. Tout à fait, j'espère que je serai à la hauteur. Mais on n'en doute pas. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages tels que, on va les rappeler quand même, Le voile des apparences, La racine du sang ou encore Le testament des abeilles aux éditions Albin Michel. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier roman qui s'intitule, et puis surtout, on va le montrer cet ouvrage, oui, parce que nous sommes en direct avec vous, Les blessures du silence, un très très beau roman, c'est toujours aux éditions Albin Michel. Avant de nous plonger au travers de cette belle ouvrage et d'en apprendre un petit peu plus, racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, on en a un petit peu parlé, mais surtout comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes. Alors, c'est vrai que mon premier métier, c'est la réalisation de documentaires et le journalisme. Et j'avais à cœur de mettre à l'intérieur de mes articles ou de mes documentaires ce que je découvrais à l'intérieur de mes investigations. Mais avec toujours une espèce de frustration. Un article, c'est pas très long. Un documentaire, c'est 52 minutes ou 90 minutes. Et puis après, on ne peut plus dire vraiment ce qu'on veut partager. À travers le livre, le roman, je me suis dit que j'avais moyen à la fois d'avoir toutes les pages que je voulais. Et puis pourquoi un roman plutôt qu'un document ou un essai? Eh bien, c'était dans l'objectif de toucher finalement des gens qui ne seraient pas forcément venus à ce type de lecture en disant je cherche quelque chose qui est du suspense et avec une intrigue policière, puisque moi j'ai mes entrées à la police judiciaire et à la crime, mais que les gens qui lisent finalement se disent à l'intérieur, tiens, il y a quelque chose en plus, mais un peu comme un message, on va dire, subliminal. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le livre et le roman en particulier. Natacha Calestrémé, vous êtes, on vient de le dire, écrivaine, réalisatrice, mais aussi journaliste. Aujourd'hui, le métier de journaliste, vous le percevez comment? Alors, le métier de journaliste, je dirais que à l'ancienne, eh bien, on a appris à vérifier 3 fois ses sources pour éviter de dire des bêtises. Et aujourd'hui, je me rends compte finalement, Internet est un outil fantastique, mais il y a quelque chose qui est un peu ennuyeux, c'est que vérifier 3 fois ses sources, sur Internet, une erreur va être démultipliée. Et finalement, on va retomber 3 fois sur la même et on se dit, donc c'est bon. Or non, il faut aller consulter des livres, regarder d'autres auteurs, parce que finalement, on ne sait jamais qui a dit quoi. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a parfois tendance à céder à la simplicité, à tout checker sur Internet. Mais il faut vraiment se plonger dans les livres pour pouvoir vérifier et pas dire de bêtises. Parce que sinon, on se rend compte qu'il y a des choses, des inepties qui sont dites. Donc autrement, en dehors de ça, c'est un métier passionnant qui permet moi, j'ai pas l'impression que je travaille, j'ai l'impression oui, c'est une passion, donc c'est formidable. Et j'aime autant faire les recherches pour les articles que j'écris que pour les romans. Oui, parce que là, forcément, il y a notamment de nombreuses recherches et il va falloir aller un petit peu fouiner autre que sur Internet et de se plonger dans le papier. On sait que le papier, alors pour les lecteurs qui vous regardent et qui vous écoutent, forcément, ils aiment toucher le livre, le sentir, tourner les pages, découvrir et apprendre des choses. Et effectivement, en général, oui, ça aide beaucoup à Natacha, les écrits, forcément.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bon, moi je donne des cours de scénario à l'école du cinéma Luc Besson, donc bon, le suspense, l'intrigue, les choses, les fausses pistes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je suis jamais aussi contente que lorsque les lecteurs me disent j'ai pas pu le lâcher, ou bien que des amis qui m'envoient un petit mot en me disant il est 2 heures du matin, je te déteste. J'ai reçu hier un message d'une dame qui m'a dit j'ai reçu votre livre hier soir. Je l'ai lu, j'ai pas pu m'arrêter, il est 6h15, je l'ai fini. Bon, c'est incroyable, je sais pas ce qu'elle fait comme métier. Mais ça me remplit de joie. Voilà. Parce que il faut pas qu'on soit scientifique, comme je dis. C'est-à-dire que il faut pas que ça soit pénible. C'est pas parce qu'on met des résultats de ses recherches, c'est pas parce que on fait beaucoup d'investigations et que finalement c'est le fruit d'un échange, d'un partage sur des choses qui sont parfois compliquées, qu'un livre, notamment un roman, doit être difficile à lire, pénible. Voilà, moi, tout ce que je lis, que j'apprends et qui me nourrit, ça va servir l'intrigue. Donc je vais essayer de le mettre à l'intérieur on va dire, de l'histoire. Ça nourrit l'histoire, c'est pas ce qui porte l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire et après les informations, elles sont données au compte-gouttes pour avancer justement vers là, il y a une question qui est posée, c'est Amandine, bon, qu'est-elle devenue? On va peut-être en parler, mais voilà, et on va le savoir qu'à la fin. Et pour moi, c'est vraiment important de rester dans les codes du polar, de l'intrigue, et d'amener le lecteur à se poser 10 000 questions, et si c'était ci, c'était ça, et d'avoir le dénouement à la fin, bien sûr. Et là, c'est la réussite, bien sûr. On va rester un petit coup dans le journalisme, et notamment sur ce qu'on appelle le buzz à l'heure actuelle. Est-ce que selon vous, oui, il faut à tout prix faire le buzz? Ben, c'est vrai que, vous voyez, Facebook, j'y suis allée un peu en traînant les pieds en me disant c'est quelque chose qui est surfait, bon, etc. Bon. Et puis finalement, je m'y suis mis il y a 2 ans, et je dois dire que c'est un outil assez génial qui aide justement à faire le buzz. Et c'est-à-dire que pour répondre à votre question, faire le buzz, rien que pour le buzz, je pense que ça n'a pas intérêt. Si on met du fond, si ce que l'on dit apporte aux gens, enfin, je dirais que moi, si c'est juste pour faire du buzz, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai besoin de me lever, pour être clair, en me disant que ce que je fais, ça peut aider les gens. Voilà. Et ça me nourrit. Voilà. J'ai besoin d'un partage généreux où j'ai l'impression que je vais aider les personnes de la même manière qu'ils m'aident moi avec leur retour, parfois avec des suggestions. Voilà. Donc c'est vrai que ce buzz-là, pour un livre, le bouche à oreille, c'est extraordinaire. Mais je suis contre, voilà, tous les jours poster un truc pour justement créer le buzz, etc. Ça n'a pas de sens. Par contre, c'est un très bel outil, et à partir du moment où il est fait dans la réciprocité, c'est-à-dire qu'on donne autant qu'on reçoit, génial. On va s'intéresser un petit peu à vous, entrer un petit peu dans votre intimité. Non, je plaisante. Pas trop. Je plaisante. Attention, non, mais... Guillaume. Mais c'est naturel. Non, simplement une journée type, voilà, pour celles et ceux qui vous regardent, qui vous écoutent là maintenant, une journée type chez Natacha Calestrémé, elle ressemble plutôt à quoi? Voilà, elle se lève à quelle heure? Qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, vous avez quand même un CV fourni, Natacha. Alors, oui, c'est gentil. Alors, on va dire que ma journée idéale, ma journée type et ma journée idéale, c'est une journée où je me lève avec le soleil autour de 7h, 7h30. Mon mari me prépare mon petit déjeuner, j'ai cette chance-là. Voilà, du thé avec des biscottes et une confiture que je fais moi-même. Ensuite, je commence à travailler à 17h. Non, je blague. Je commence à travailler les 8h30. Et puis, je travaille non-stop jusqu'à 13h, 13h30. Là, je fais une petite coupure déjeuner.
Et puis, je m'arrête, j'ai de la chance d'être à un endroit où j'ai de la nature. Donc, je vais dans mon jardin, je mets les mains dans la terre, je m'occupe de mes plantes, je leur parle. Enfin, bon, je suis très très bizarre hein, avec les plantes. Et puis, mais j'assume complètement. Et puis, je reprends le travail autour de 15 heures. Et je bosse jusqu'à... Alors, si mon mari est là, je travaille jusqu'à 18h30, 19h. S'il n'est pas là, je travaille jusqu'à facilement 21h. Et puis, avant, je reprenais après le dîner et je travaillais jusqu'à presque 1h ou 2h du matin. Maintenant, un peu moins. Je me suis calmée, on va dire. Mais disons que quand il y a le coup de rush et que je veux finir, bah, je travaille. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime tellement travailler et ce que je fais me passionne tellement. Quand j'écris, je suis portée. J'ai l'impression que j'ai les personnages qui soufflent à mon oreille. C'est génial. Et donc, je suis en bonne compagnie et je m'éclate. Parfois, je ris, des fois, je pleure. Mais vous me verriez, c'est... Et j'aime bien, voilà. Donc c'est un vrai moment et souvent il faut me débrancher. Ouais, vous parliez de passion, vous avez un petit peu commencé à nous en parler. Oui, j'allais vous poser cette question. Bah, qu'est-ce qui vous passionne dans l'écriture? Donc voilà, ça, avec les personnages que vous vivez, puis également dans la réalisation, puisqu'on le rappelle, vous êtes également réalisatrice, Natacha. Alors, dans la réalisation, ce que j'adore, c'est que finalement je suis plus toute seule. Puisque l'écrit, je suis seule. Donc en réalisation, j'ai un caméraman, j'ai un ingénieur du son, après je suis en montage. Donc là, c'est l'euphorie parce que je suis plus toute seule. Et du coup, on fait des blagues. Enfin, moi, j'aime bien rire et tout. Et donc, et puis je sors de chez moi, je rencontre des gens, on n'apprend jamais autant de soi-même que lorsqu'on rencontre d'autres personnes et même des animaux, des plantes, des différentes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très enrichissant pour soi-même, la découverte voilà, de populations, d'espaces, de façon de penser différemment. Donc c'est extraordinaire. Ça me passionne. Voilà. Essayer de comprendre la personne sur laquelle je fais le reportage, essayer de rester honnête envers elle et de faire passer un message en commun, parce que souvent ce sont des témoignages qui lui plaisent, qui la mettent en valeur et qui va toucher le public. Ça, c'est au niveau de la réalisation. Au niveau de l'écrit, eh bien, finalement, le fait d'être toute seule, c'est formidable et en même temps, quelque part, comme je vous disais tout juste avant, je ne suis pas toute seule. C'est-à-dire que j'ai mes personnages qui sont là. Beaucoup d'auteurs ont dû vous dire ça, hein, Guillaume. C'est qu'ils sont là, ils vivent. Voilà, il y a ce jeune garçon, Nathan, il est souvent là. Il me raconte des scènes, il me dit tiens, ça, il faut faire ça. Voilà. Et bon, définitivement, j'ai passé pour une folle, hein, mais tant pis, j'assume encore une fois. Bon, mais voilà, et alors, quitte à vraiment être un peu... ouais, je vais vous donner un petit secret, mais je, quand j'ai de l'inspiration, quand j'ai une idée géniale, parce que j'écris toujours mon plan avant d'écrire, hein, donc tout est très, très, très structuré, mais oui. Quand j'ai une idée géniale en plus, bah, je considère qu'elle n'est pas de moi. Je considère qu'elle est... d'un guide, d'un esprit bienveillant qui est là, ou peut-être des personnages, en tout cas, je remercie. Voilà. Donc quand j'écris, oh ça c'est super, oh je dis merci, oh là là, vous êtes formidable. Voilà. Parce que je considère que ça vient pas de moi et c'était forcément tellement génial que voilà, que ça vient de quelqu'un de plus fort que moi, mais qui me l'a soufflé à l'oreille. Voilà, c'est un secret, vous le répétez pas. Hein. Il y a du monde dans votre tête. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez lire quand même quand vous avez le temps et que votre cerveau n'a plus tous ces personnages en tête? Ouais, qu'est-ce que vous aimez lire et qu'est-ce que l'on peut retrouver dans la bibliothèque de Natacha Calestrémé si on vient chez elle? Et d'ailleurs, on est chez vous. Alors, je vais bouger la caméra, je ne sais pas si on va voir. Ça va faire plaisir à mon ami donc, Willy Lefebvre, ça. Oh là là. Donc, alors, il n'y a pas tout, hein, bien sûr, mais donc j'ai une grande bibliothèque voilà, dans le salon, mais autrement, ici, j'ai énormément de polars.
Donc j'ai des Fred Vargas, j'ai des Michael Conley, mais j'ai après plus des choses, j'ai du Catherine Pancol, du Gillian Flynn. Bon, et puis après sinon, j'ai mes auteurs chouchous, Romain Gary par exemple, qui est pour moi le top du top. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre, Philippe Claudel, ouais, j'ai beaucoup, mais j'ai aussi Bernard Werber, j'ai Jean-Christophe Granger, Patrick Noté, oh là là, j'ai Sandrine Colette, ça c'est Sandrine Colette, c'est ça c'est génial. Ouais, Sandrine Colette, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, j'ai aussi Olivier Norek, bien évidemment, oui. Pierre Lemaître, Sonia Delzong. Voilà, j'ai à la fois des auteurs contemporains, mais aussi voilà, La guerre et la paix, des choses comme ça. Voilà, j'adore. Voilà. Il y a de quoi bouquiner, comme dirait l'autre chez vous. Ça, c'est bien, ça doit sentir le bon papier. Comment s'est passée la phase d'écriture pour les blessures du silence? Oui, vous avez commencé un petit peu à parler de que les personnages, vous viviez avec eux carrément. C'est ce que souvent nous disent les auteurs. Vous, oui, comment ça s'est passé? J'ai cru comprendre, et ceux qui vous écoutent et qui vous regardent ont pu comprendre que vous prépariez un plan dans toute chose. Hein. C'est bien cela, racontez-nous. Alors, c'est vrai que, on va dire 80% des écrivains, des auteurs, écrivent un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément la fin, ils avancent. Bon, moi, comme certains, je n'écris pas une ligne tant que mon plan n'est pas complètement fini. Ce qui me permet d'ailleurs de commencer à écrire, par exemple, par le chapitre 15, et puis ensuite d'aller au chapitre 1, tout est noté, la fausse piste, l'intervention d'un tel, etc. Donc tout est absolument noté. J'ai toujours un roman d'avance, c'est-à-dire que quand je suis en train de finir d'écrire le précédent, voilà, eh bien j'ai déjà les idées de ça met un certain temps à maturer. Il y a pas mal de recherches, en général entre 1 an et 2 ans de recherche sur chaque sujet. Là, le point de départ, c'est que j'ai perdu quelqu'un, une proche, qui est morte suite au harcèlement de son mari pervers narcissique. Et je n'ai pas compris la gravité de la situation, je n'ai rien vu, je n'ai surtout pas trouvé les mots pour l'aider. Et ça a été terrible pour moi, une énorme culpabilité. Je me suis dit que je devais comprendre quelque chose, et si possible, puisque pour moi c'est vraiment la mission de chacun de mes livres, comment faire pour aider les personnes qui seraient dans la même situation. Donc j'avais des a priori, j'avais des idées toutes faites, et donc j'ai essayé de changer, d'enlever toutes ces idées fausses, ces doutes, et parfois ces intuitions qui ont été confirmées en lisant. J'ai lu beaucoup de livres de psychiatrie, de psychologie, j'ai rencontré des victimes, le hasard qui ne fait rien au hasard m'a mis dans tous les salons que je faisais, j'avais à côté de moi des auteurs qui vivaient ça, qui se sont mis à se confier très vite. Et voilà. Et donc, j'ai amassé tout un tas d'informations très intéressantes. Et j'ai une double casquette, on va dire, c'est-à-dire que j'ai ce côté un peu scientifique qui, puisque je fais des documentaires voilà, sur la santé, sur l'autisme, sur les pesticides, sur le réchauffement climatique, etc. Mais j'ai aussi réalisé les enquêtes extraordinaires pour M6, où, avec Stéphane Alix, on rencontrait des médiums, des guérisseurs, en tout cas des thérapeutes en médecine, comment dire, alternative, pour dire, voilà. Et ces gens-là, il y en a des sérieux, on en a rencontré un certain nombre qu'on a testés avec des protocoles scientifiques, et auprès de ceux en qui j'ai vraiment confiance, je les ai questionnés, j'ai cherché à essayer de comprendre pour eux comment ils vivaient, mais les choses non pas sur le plan psychiatrique et psychologique, mais sur le plan énergétique. Et en mixant en fait les deux, il y a une hypothèse assez incroyable qui est arrivée. Et c'est ça que je partage dans le livre en fait.
Ouais, vraiment intéressant. C'est des recherches qui ont pris beaucoup, beaucoup de temps, comme vous dites. Un sujet qui vous tient également à cœur et on peut que dire bravo parce que ce n'est pas un ouvrage écrit comme ça, parce que voilà, un sujet, ça tombe bien. C'est vraiment dès le départ de quelque chose, d'un fait, et ensuite vous l'avez raconté, vous l'avez bien expliqué, jusqu'à ces recherches qui ont porté leurs fruits, puisque l'ouvrage est vraiment réaliste, réel, même si c'est romancé, et on peut que dire un grand bravo à vous, Natacha. Franchement, bravo. Merci, c'est très très gentil Guillaume. Mais c'est vrai que même si le sujet est dur, parce que c'est vrai que c'est très dur, bon, Oui. Ce qui est important aussi pour moi, c'est qu'on passe un bon moment. Enfin, j'essaye. Je ne sais pas si vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez passé un bon moment ou pas, mais ce que je veux dire, voilà, pour moi, ça doit rester aussi un bon moment. Et un bon moment avec de l'intrigue, du suspense, où on se demande vraiment ce qui s'est passé, voilà. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup amusée aussi à le faire, parce qu'il y a eu des moments durs, parce qu'on est confronté à cette réalité, mais comme toute disparition, au bout d'un moment, la police ou même la gendarmerie a parfois affaire à des maîtres chiens. Et donc j'ai contacté en fait le centre cynophile de Gramma en leur disant est-ce que vous pouvez m'organiser une disparition et avec une recherche de chiens. Et ils m'ont dit ok, donc ils ont planqué une gendarme dans la ville et le chien qui était un Saint-Hubert, qui sont des gros toutous avec des grosses bajoues. Il pleuvait, il y avait un vent fou et c'était génial parce que on voyait le chien suivre non pas quelqu'un qui marchait, mais comme si l'odeur se déplaçait avec le vent. C'était très troublant et j'avais envie de voir comment ça se passait. Est-ce que le chien il renifle la terre? Est-ce qu'il renifle à 20 cm? Comment il fait? Est-ce qu'il dépose un peu de bave, etc. Voilà. J'avais vraiment envie de savoir comment ça se passait au moment d'une recherche de chiens. Et donc j'ai passé quand même aussi des bons moments. Un autre moment aussi, je me rappelle, qui était génial, j'étais au Salon du Livre de Gujan-Mestras et il y avait la PTS, la police technique et scientifique, qui faisait une reconstitution pour voir comment ça se passait pour récupérer les indices dans le cas d'un crime, etc. Bon. Moi, je sympathise très vite avec eux parce que j'aime beaucoup les gens de la police, on s'entend bien. Et je leur dis, oh là là, enfin, on se fait on se pose des calls mutuellement, enfin, on sympathise. Et puis au bout d'un moment, je leur dis, mais je suis très ennuyée parce que dans mon livre, j'étais en pleine écriture des blessures du silence. Je leur dis, je suis très ennuyée parce que du coup, il me faut un retournement des situations et pour comprendre ce qui s'est passé dans le passé, je ne sais pas comment faire. Et là, il y en a un des deux, Roger, qui me dit « Ah, mais nous, on a résolu une affaire grâce à ce procédé. » Alors, je ne dis pas lequel, je dis juste, comme indice, il faut prendre de la hauteur. Bon. Eh bien, avec ce procédé, je n'en dis pas plus, cela permet de voir ce qui s'est passé avant, dans le passé. C'est un truc incroyable. Et grâce à ça, voilà, ils m'ont donné cette information, mais c'est génial. Donc là, c'est des moments géniaux où finalement, on va chercher les infos qu'on n'attendait pas, et moi, j'avais pas vraiment la solution, et ça m'a été apporté, voilà, par ces personnes qui m'ont généreusement, voilà, fait part de leur technique de recherche, et c'est un bon moment. Bravo à Roger, alors, on va le saluer. Absolument. S'il vous regarde et vous écoute, il n'y a aucun souci. Ben voilà, comme quoi ça sert de faire des rencontres et effectivement de pouvoir échanger, discuter. Ça vous donne notamment des points sur lesquels vous n'aviez pas pensé, qui peuvent faire avancer une enquête et notamment un ouvrage. Eh bien ça tombe bien, on va en parler un petit peu plus en profondeur. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que vous nous faites vivre aux côtés d'Amandine, l'une des personnages forts vraiment de cet ouvrage, Natacha. Alors, avec plaisir. Donc, il y a toujours Johan Clevel qui est ce personnage enquêteur qui est là sur chacun de mes romans. Et dans celui-ci, donc, il y a Amandine Moulin. C'est une jeune femme, mère de 3 enfants. Elle est mariée. Elle a disparu. Et il y a autant de versions différentes, finalement, que de personnes de son entourage. Son mari est sûr qu'elle s'est suicidée. Ses parents sont convaincus qu'elle a été assassinée. Et ses proches, ses collègues de travail notamment, pensent qu'elle est partie avec un amant. Est-ce que ce sont une de ces 3 versions? Est-ce que c'est une 4e version? J'en dis pas plus. La seule chose, c'est que la question qui se pose, c'est qui manipule qui?
Connaît-on vraiment la personne qui vit à nos côtés? Voilà, en fait. Donc, voilà. Et puis, c'est aborder, on va dire, le thème de la manipulation perverse, narcissique, sous le côté de, finalement, c'est vrai que dans la vraie vie, on ne sait jamais, quand on est dans l'entourage, si la personne dit vrai, si finalement, oui, qui dit vrai, on ne sait pas. Donc, le début du livre, on ne sait pas non plus. Qui manipule qui, comment ça se passe, et ça, c'était important pour moi. C'est la tradition de la chronique de Guillaume Sautet. Natacha Calestrémé, pouvez-vous nous lire un passage de votre roman pour donner envie au lecteur de vous lire? Avec grand plaisir. Là, c'est Johan Clivel, le deuxième héros, qui est l'enquêteur et qui parle. Il est avec le commissaire du 3e DPJ de Paris, du 14e arrondissement. Et donc là, c'est le commissaire qui parle et qui explique. Les procédures ont été très mal menées. Le mari est un prof de lettres et d'emblée, on l'a écouté avec une bienveillance trop partiale. 2 questions, 3 petits tours et puis s'en va. Or, dans l'entourage proche, qui est le suspect potentiel? Henri Moulin, donc c'est le mari. Ce type ne se soucie pas le moins du monde de ce qu'est devenue sa femme. Je sais ce que vous dites. Il faut émettre toutes les hypothèses et ne pas s'arrêter aux évidences. Justement, le mari, le père, la mère, le sœur, le patron, l'éventuel amant, que sais-je, quantité d'auditions s'impose. Et là encore, une foultitude de questions n'ont pas été posées. Des personnes ont été ignorées. Il faut reprendre l'enquête à la base. Je ne vais pas faire le boulot à votre place, tout de même. Rassurez-vous, dis-je en secouant lentement la tête de droite à gauche. J'avais envie de connaître votre point de vue sur l'état d'avancement de l'affaire et les erreurs éventuelles des collègues. Ça ne m'a pas sauté aux yeux, c'est tout. Parce qu'ils ont récupéré l'enquête. Me dites pas que vous avez fait le tour de la question un simple après-midi. Je décide de ne pas rentrer dans son jeu de provocation. Sur le papier, il s'agit d'une disparition, mais personnellement, vous ne croyez pas la fugue. En effet. Il porte son pouce à ses lèvres comme s'il allait se ronger l'ongle, puis il semble se raviser et pose rapidement ses 2 mains devant lui. Je vous l'ai déjà dit, j'ai peu d'espoir. Quant à la question d'un suicide ou d'un meurtre, je lève la main en signe d'arrêt. Si ça ne vous ennuie pas, je vais m'immerger dans cette affaire sans aucun a priori et surtout pas le vôtre. Je voulais savoir où, d'après vous, l'enquête avait pris un mauvais tournant et je vais m'en tenir là. Voilà, Clivel, c'est ça que j'attends de vous, dit-il en découvrant l'angle d'une feuille devant lui qu'il porte aussitôt à sa bouche. Mâcher du papier est chez lui un signe de stress. Une fois revenu dans mon bureau, je note sur mon carnet ces quelques lignes. Le patron est nerveux. La victime est une de ses ex. Que me cache-t-il? En veut-il à Henri Moulin? Vérifier si d'anciennes rancœurs ne se cachent pas derrière la décision de cette prise d'enquête. Passons tout de suite à la Minute Cool. Si vous voulez bien, vous allez, Natacha Calestrémé, ouvrir le bal de cette nouvelle sous-chronique, si on peut dire comme ça. C'est un petit peu nouveau, on va voir ce que cela donne. Alors, vous répondez la plus naturellement, bien sûr, le plus naturellement que possible. Et ça va être très simple. Si je vous dis plutôt Guillaume Musso ou Marc Lévy? Guillaume Musso. Quel est votre dernier coup de cœur de ces 3 dernières années en littérature? Sandrine Colette. François ou Bernard Pivot? Oh, François Bunel, puisque c'est plus récent. Et puis Pivot, il n'aime pas les polars. Quelle est la dernière personne que vous avez interviewée? La dernière personne que j'ai interviewée, alors, c'est Philippe Bobola, qui est physicien, anthropologue, mathématicien, voilà, pour Inexploré Magazine. Quel est le numéro de mobile ou fixe dont vous êtes la plus fière d'avoir dans votre soit téléphone ou soit sur votre fixe? Le numéro de téléphone de Paul Watson, qui est un écolo guerrier, qui est un homme qui coule les baleiniers, que j'ai eu l'honneur de filmer il y a longtemps de ça, et qui est quelqu'un que, voilà, c'est pour moi le héros du temps moderne. Plutôt pizza ou blanquette de veau? Blanquette de veau. Jardinage ou bricolage? Jardinage, mais aussi... Non, jardinage de très loin. On a tous des rêves. Le vôtre, Natacha Calestrémé, ce
ce serait que mes livres soient adaptés en série télé. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Natacha. Ah bah écoutez, merci Guillaume. Natacha Calestrémé, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Les blessures du silence aux éditions Albin Michel. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation. À très bientôt, Natacha. Merci Guillaume, c'était un bonheur, un plaisir. Merci infiniment. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. On vous remercie bien sûr de votre écoute et de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre et cela nous va droit au cœur. Prenez soin de vous, comme d'habitude, et bien sûr, bonne lecture à tous. Salut!